je vais parler du projet enfin en tous les cas, du projet que nous avons fait sur Rosé, qui est en cours, qui est plutôt devant nous que derrière nous. Donc je vais avoir l'occasion de vous expliquer ce qu'il en est, mais pas uniquement, puisque je pense que déjà je vous remercie de m'inviter à ce beau débat et sur ce sujet. J'ai mis là, je dis pas uniquement parce que je pense que la Loire, c'est évidemment, elle passe, mais elle va bien au-delà. J'ai mis cette photo de Lavaux. Il se trouve que je travaille aussi avec le pôle métropolitain sur le thème eau et paysage sur ce site entre Savenay et Lavaux. Pour dire que ce qui est assez, moi, me touche beaucoup dans cette thématique du fleuve, c'est que ça traverse des villages, ça traverse des paysages naturels, ça traverse des paysages industriels, ça traverse des paysages urbains, et ça raconte la métropole, c'est-à-dire ça raconte à la fois les différences et ce qui est en commun. Donc c'est une belle manière de rentrer dans la question métropolitaine qui aujourd'hui est difficile en France. On n'a pas une culture de la métropole, alors qu'en fait au quotidien on fait tous, plus ou moins pas tous, mais en tous les cas les Nantais, les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais, etc., font partie d'un système métropolitain avec des complémentarités des sites qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui néanmoins vivent ensemble. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans le centre de Nantes, en fait, ont la chance de pouvoir bénéficier de ce type de paysage, et à l'inverse, les gens qui habitent dans ces villages ont aussi la chance d'avoir pas très loin un bassin d'emploi et des services métropolitains qui sont ceux de l'agglomération nantaise. Donc il y a une sorte de complémentarité d'échange que résume bien l'idée du fleuve, je trouve. Donc moi, c'est d'abord ça qui m'intéresse dans votre. C'est pas moi qui amène ça, mais c'est pour ça que j'ai mis cette image. Et quand on a commencé, en fait, on nous a posé il y a 3 ans la question de la mutation du site, en gros, entre Pirmil et Rosé, Saint-Jacques, Faubourg Saint-Jacques et Bougnay même, sur à peu près un peu plus de 2 kilomètres. Donc à la fois Nantes, il y a 3 communes, hein, principalement Rosé, mais Nantes, Rosé et Bougnay. On a commencé par faire cette carte pour essayer de comprendre où on était. Pas simplement sur le secteur des îles. Donc le secteur sur lequel on a travaillé, c'est celui-là. Et en fait, on s'aperçoit que la question de l'estuaire, et notamment de ces paysages là que j'ai montré tout à l'heure, se prolonge. Alors, le rapport, disons, je dirais, ce qu'on dit de manière un peu méchante, la tâche urbaine, c'est pas un très joli nom, mais en tout cas, la partie grise, là, qui est la partie de l'agglomération nantaise, elle a un rapport avec l'hydrologie, je dirais, un peu différent au nord et au sud. C'est plutôt radial en haut, l'Erdre et les différentes vallées qui descendent, alors qu'on est plutôt tangentiel au sud avec la Sèvre qui vient rejoindre la Loire à Pirmil et qui ensuite longe la rive gauche de la Loire, oui, pardon. Donc on a une sorte de dissymétrie, vue de Nantes en tous les cas, il y a une sorte de dissymétrie assez forte. C'est pas le même système. On va dire si on parle de trame verte entre guillemets, c'est pas la même chose. Et il se trouve que la vallée de la Sèvre là, qui est très, on la voit même, je suis monté de faire sur le toit, on voit très bien en fait, qui est très verte, très épaisse, très généreuse, on va dire, jusque à Pierremille. On a ici des endroits qui sont aussi des continuités, même s'il y a le port ici évidemment, mais derrière. Et puis il y a le chaînon manquant, en gros. Donc nous on s'est dit finalement, enfin c'est Actou Sud, il y a évidemment les villages qui sont très beaux, mais il y a cette grande zone commerciale d'Actou Sud, la zone d'activité de l'île Massé, qui est une sorte de, entre guillemets, chaînon manquant dans la trame verte, parallèle ou en tous les cas tangente, qui vient tangenter la Loire à cet endroit. Et potentiellement, il y a un enjeu très important ici, parce que c'est sans doute un des rares endroits de la partie centrale de l'agglomération, je dirais, où on pourrait avoir un contact avec le fleuve. Juste un dessin pour dire que, évidemment, l'enjeu, c'était une sorte d'anamorphose, c'est pas un vrai dessin, mais là, il y a le viaduc de Saint-Nazaire, etc., une sorte de raccourci, là, les grues de l'île de Nantes, et puis Béguincet ici. Tout ça, c'est un paysage qui potentiellement, en fait, en fait, potentiellement, on a la chance de pouvoir avoir un lien dans la vie quotidienne avec le paysage du fleuve. On l'a pas toujours.
Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Mais en tous les cas, on a un potentiel incroyable ici en termes de rapport à ce fleuve, avec des variations. C'est-à-dire qu'évidemment, le village, la ville, des formes urbaines qui peuvent varier, mais en tous les cas, quelque chose qui s'ouvre vers le fleuve. C'est un peu l'hypothèse de départ de ce projet, qui part aussi de l'existant, puisque aujourd'hui, c'est un site qui est habité. Il y a des villages, et ces villages, les 3 villages, Bacille, Autille et Trentemoux, qui sont au bord du fleuve précisément, avec un rapport très fort à ce paysage. Donc, de manière plus rapprochée, là on voit bien les radiales, la tangentielle en bas, l'île de Nantes dont on vient de parler, et puis le site sur lequel on travaille, la confluence avec la Sèvre, le port qui est ici, Bougnay, Rezé et Nantes. Alors j'ai mis cette image parce que c'est un zoom avec ces lignes de transport, les petits points étant les arrêts de tram. Donc moi je suis assez d'accord avec ce qu'il avait dit, la centralité c'est quelque chose d'assez complexe. Il n'empêche qu'à l'échelle de l'agglomération, c'est-à-dire à cette échelle-là, on est dans une zone centrale. En tous les cas, on n'est pas dans une zone périphérique, c'est-à-dire qu'on est à quelques minutes. On a une possibilité de prendre le transport en commun, on a une possibilité de faire du vélo, qui nous met, ou même d'aller à pied. On a quelques minutes de grands services ou de grands équipements métropolitains et de la plupart des zones commerciales centrales, etc., etc. Donc on n'est pas, c'est peut-être pas évidemment pas l'hypercentre, on va pas jouer sur les mots, c'est pas non plus le centre, mais ça n'est pas non plus la périphérie, c'est-à-dire on est quand même dans un site qui est très équipé, y compris en transport, hein. Alors là, il y a une sorte de parenthèse, on voit bien que sur le site de Rezé des Îles, il n'y a pas beaucoup de transport, il y a sans doute des projets qui vont mailler, enfin c'est l'objet aussi de cette étude, hein, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, d'un maillage plus intense que ça, mais on est quand même dans une offre de transport ici qui est bien celle d'un centre d'agglomération et pas d'une périphérie, et ça change quand même beaucoup la donne. Ça veut dire qu'habiter là, potentiellement, enfin ceux qui habitent déjà dans les villages, ils ne sont pas forcément obligés de prendre la voiture tout le temps. C'est là, ça la grosse différence, hein. Donc c'est une vraie offre de centre d'agglomération, ça, quand on n'est pas obligé de prendre la voiture tout le temps. J'ai mis cette image, alors je disais que je ne vais pas parler que de l'île de Nantes, ou de l'île de Rosé, pardon, mais je ne vais pas non plus parler que de Nantes. Ça, là, ici, on est à Stockholm. Euh, alors, c'est évidemment pas ce qui va se passer à Rosé, je vous rappelle, je vous rassure tout de suite. Mais c'est juste une image pour dire, c'est une image, c'est évidemment pas ça qui va arriver, mais c'est une image pour dire que dans beaucoup de villes européennes, Nantes était métropole verte. Dans beaucoup de villes européennes, en fait, vous avez une certaine densité urbaine, qui là est vraiment une densité de centre-ville pour le coup, des transports. Là, il y a une station de métro qui est juste là. Et cette fragment ici, alors je n'ai pas dézoomé, mais grosso modo, ici, il y a plusieurs kilomètres de ce côté de baie, de mer de ce côté. Et quand vous prenez cette allée-là, vous êtes à 2 minutes, vous vous retrouvez en pleine nature, dans un paysage qui évidemment est suédois, donc qui ne ressemble pas à Lavaux, mais qui, d'un point de vue, je dirais, de l'oubli de la ville, ressemble à Lavaux. C'est-à-dire que vous êtes projeté dans un espace complètement naturel, à 2 pas de la station de métro et d'une ville dense. Cet enjeu-là, d'avoir à un moment donné, d'être proche d'activités centrales dans la ville, en fait, même si évidemment là, on n'aura pas cette forme urbaine-là, mais à la limite, le village de Trentemoux, aujourd'hui, c'est de cet ordre-là. Enfin, c'est-à-dire c'est la ville, quoi, on va dire. Euh, des transports qu'il n'y a pas encore, mais qui pourrait y avoir. Question de masse critique. Et puis un système naturel qui est évidemment habité. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, hein, et qui est peut-être de moins en moins habité, qui est en contact avec l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est dedans, on est en plein milieu de l'animation et d'une offre urbaine, et en même temps on est en contact avec des paysages naturels très, très généreux. Alors, bon, les trams vertes dont j'ai parlé, bon, Copenhague on en a parlé un peu tout à l'heure, et je parlerai un petit peu plus d'Helsinki, où alors évidemment, eux, c'est une ville de 680 000 habitants à peu près, il y a 1 million à peu près dans l'agglo. Donc c'est un peu plus grand, mais c'est, disons, l'échelle de grandeur est à peu près semblable. Évidemment, la forme, c'est pas le fleuve, c'est la mer, mais c'est du même ordre. Je veux dire, c'est une question naturelle finalement,
qui dépend pas de nous, qui est là, dont on hérite. Alors la forme fractale fait que quand on est là, on est toujours à 2 kilomètres, soit d'une plage, soit d'une forêt, soit de la mer. C'est évidemment une proximité. Je vais parler d'un secteur ici d'une manière d'urbaniser en fait avec la nature et de collaborer finalement. Mais je voulais aussi parler de ce qui se passe ici. Ça fait 15 kilomètres de long, là, cette séquence là. Et ici, vous êtes dans l'hypercentre, c'est-à-dire vous avez, alors Helsinki c'est la capitale, mais il y a le Parlement là. Le Parlement juste au bout, et quand vous remontez là, là c'est coupé parce qu'il y a le cadre, mais là vous avez 1000 km de lacs et de forêts, quoi. C'est-à-dire c'est tout le pays, toute la nature là, qui arrive et qui part dans ce parc. C'est une rivière évidemment, hein. Donc là on a un sujet commun. Et sur ce parc, depuis un siècle, se sont posés tous les grands équipements. Donc le Parlement, parce que en fait ça c'est date de 1900, des années 30, même le Parlement a été construit. Et il y a eu une idée, etc. Puis toute l'opéra, le Palais des Congrès, le Musée national, etc. L'auditorium, la Bibliothèque nationale. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est la question de la gouvernance qui a été posée tout à l'heure. Et de la manière de faire de l'urbanisme sans faire de plan masse avec une idée culturelle derrière la tête, une idée partagée par beaucoup. En 1911, cette idée-là de parc, elle est venue. En 1911, il y a eu un projet, donc avant l'indépendance de la Finlande, parce qu'on dit souvent les projets urbains, ils réussissent parce qu'il y a eu un maire pendant 20 ans. Or, il y a la stabilité politique, mais là, c'est avant l'indépendance, il y a cette idée de parc. Après l'indépendance, on construit le Parlement. Et puis après, pendant 100 ans, là, ils ont fait l'opéra, le stade olympique dans les années 50, puisqu'il y avait les Jeux olympiques. Ils ont fait l'opéra dans les années 80, ils ont fait le Palais des Congrès quand il y a eu les accords d'Helsinki en 1975. Et là, ils viennent d'ouvrir le Philharmonique et ils vont faire la Bibliothèque nationale. Donc en fait, tous les projets, un peu l'idée un peu du projet territorial d'Helsinki, on va dire, s'organisent autour d'une idée, qui est cette idée de grand parc. Il n'y a jamais eu de plan masse, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le plan masse de 1911, il n'y a pas eu, c'était plus petit en 1911, il y avait juste l'idée. On respecte juste, on est juste en train, comment dirais-je, de suivre une idée, de suivre un fil. Et c'est-à-dire que la question urbaine, qui est très souvent une question technique, qui est une question de plan, de planification, ou une question un peu comme ça, où on dit il y a le roi, ou il y a le prince, ou il y a le maire qui décide, et parce qu'il est là, tout marche, elle peut aussi se transformer en une question culturelle qui accompagne en fait une cohérence dans la durée, sans prédestination, c'est-à-dire sans figer les choses à l'avance dans un plan. Et ça, je prends cet exemple parce que, alors, je ne dis pas qu'on fait la même chose sur Rosé, ça serait présomptueux, mais en tous les cas, c'est peut-être ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire que si une idée générale en fait émerge, qui est un peu fédératrice, indépendamment, je dirais, des détails et du fait que les projets sont toujours à faire et qu'il y a toujours des dizaines d'urbanistes et sans doute des dizaines de maires qui vont s'occuper de la manière dont les choses vont se faire. Il y a les habitants de maintenant et puis il y aura leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Ça peut être, moi je trouve, c'est ça qui me fascine en fait dans le sujet que vous posez. Alors, sur ce sujet-là, ils ont organisé, par exemple, vous voyez, c'est pas une plaisanterie, 30 000 habitants, 17 000 emplois, 12 000 étudiants, 2 universités, un parc scientifique. Donc ça, entre 95 et aujourd'hui, ça fait 20 ans de travail. Là, il y avait une ferme, ils l'ont gardée, il y a 300 hectares de ferme en plein milieu de la capitale, avec des vaches et tout ça, c'est devenu le parc des gens qui sont là. C'est pas romantique, hein, c'est une vraie ferme, c'est des produits. En plus, c'est un centre de recherche associé à l'université. Il y a un parc linéaire ici. Toutes les anciennes zones industrielles qui étaient là, le port, sont en train de muter. Ils ont gardé des équipements culturels. Il y avait des vieux villages qui habitaient ici. Bref, qu'ils ont conservés. Et puis, il y a la zone Natura 2000, ici, 1000 hectares de zones de reproduction et d'accueil des oies sauvages qui sont intégrés au projet urbain pour dire qu'on peut faire, parce qu'en France, on a le rapport à la nature est toujours ville-nature, c'est conflictuel, c'est forcément conflictuel, c'est un truc culturel. Donc on avait pendant longtemps, la philosophie c'était on évite et on interdit. Après on a eu la phase compensation, c'est-à-dire qu'on fait mais on compense. Ça veut dire qu'en gros on considère que le projet est une perte et qu'il faut restituer l'équivalent ailleurs. Là ils ont un cran d'avance, hein, ça s'appelle l'enrichissement. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent qu'un projet, il améliore la situation. C'est-à-dire qu'après le projet, ça peut être mieux. Et c'est un peu l'hypothèse de Rosé au départ. C'est-à-dire que Rosé, on pourrait dire, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de projet.
Sauf que quand on y va, à part quelques endroits extrêmement sympathiques, dans les berges très très beaux, en zone humide, les villages qui sont très jolis et tout, on voit en fait des immenses hectares de parking et de boîtes commerciales. Et on peut penser en fait que un projet sera toujours là pour améliorer la situation du point de vue du paysage, de la trame verte, même de la qualité des lieux, tout simplement, de la perception qu'on peut avoir. Donc ici, vous voyez ces oies sauvages là. Donc il y a les enfants qui passent au milieu, donc ça marche en fait, c'est ça aussi, c'est pas juste un fantasme, c'est une chose très concrète. C'est en septembre, fin septembre, les oies sauvages avant qu'elles partent vers le sud. Tout ça, alors évidemment, c'est pas le même paysage. D'ailleurs, ça pose des questions parce que la question m'a été posée de la manière dont, effectivement, pour l'instant, on n'a pas détaillé. Le projet n'est pas détaillé, il est à faire. Mais grosso modo, c'est évident que le rapport à la rive, ça sera pas celui-là. Là, on est sur le granit qui descend dans l'eau, fraîche, qui est en plus baignable là par contre parce qu'elle est moins dangereuse que. Enfin, la Loire est quand même hostile. Hein. Enfin, elle n'est pas. C'est pas un lagon de l'océan Indien. Hein. Voilà. Donc ensuite, comment on a fait? Donc on a d'abord commencé par regarder évidemment la carte historique. Donc ça s'appelle pas les îles pour rien. Ça c'est la carte de 1800, milieu 19e, hein, carte d'état-major. Donc on voit bien Saint-Jacques, Pont-Rousseau, le bourg de Rezé, les trois villages, la rue principale, la Madeleine, enfin l'axe majeur là, avec ce qu'il y avait sur l'équivalent de l'île de Nantes, mais qui était traversé par toute une série de bras et avec des marais. Voilà, l'île Feydeau qui est ici est bien entourée d'eau et puis le bord qui est au nord de l'île Feydeau, enfin, qui était le bord de la terre sur la Loire. Pareil sur ici où on a des tracés d'ailleurs dont certains subsistent. Aujourd'hui, on reconnaît dans le tracé des voies la rue Ordronaux, par exemple, qui est un tracé un peu bizarre quand on la voit pour la première fois, mais qui correspond vraisemblablement à des questions de sous-sol, de la préexistence, de ce qui était bien, effectivement. C'est pas une usurpation lexicale, la haute-île et la basse-île, c'est-à-dire des îles. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais la conséquence, c'est que en bleu clair, là, je suis désolé, c'est un peu clair, on est dans des zones d'extension de crue, donc en zone inondable, aujourd'hui, hein. Potentiellement, effectivement, enfin, je pense que ça arrive d'ailleurs de temps en temps, de montée des eaux, qui est assez conséquente. La Sèvre qui est ici, je rappelle, pour tout le monde connaît par cœur, mais Pierre Mille. Donc, ça, en plus, moi là, j'ai mis les deux côtés parce qu'il y a toujours, moi je suis pas nantais, mais j'ai bien compris qu'il y a une histoire rive nord, rive sud, une qui est encore active, mais qui est intéressante de contraste. Mais c'était pareil chez les Romains. Hein. Il y a donc en fait Rosé et puis l'implantation là sur Nantes. Ça, c'est des extraits du tissu urbain d'aujourd'hui, mais qui correspond au moment de la carte d'état-major, ce qu'il y avait en fait à l'époque. Ce qu'on voit bien, c'est l'idée du front continu. L'idée en fait qu'il y a un front comme il y avait à Stockholm tout à l'heure, en fait, le quai de la Fosse, c'est plutôt l'équivalent de l'image que j'ai montrée de Stockholm, c'est-à-dire un front bâti en façade sur le fleuve. C'est une manière très urbaine, effectivement, pas du tout naturelle ou pas du tout paysagère, mais qui marche très bien. Et que, au contraire, au sud, on a une constellation ou un archipel, je ne sais pas comment on peut appeler, qui aujourd'hui est encore quand même très présent, quoi. C'est-à-dire, c'est des villages, des pics qui se sont évidemment étirés, maintenant il y a des maisons partout là. Et puis là, mais en gros, on a quand même ici des centralités diffuses, la nature étant au milieu, alors qu'ici on a un front. Ce qui quand même suggère, ça nous a suggéré assez vite le fait qu'il y avait deux dans le centre de l'agglomération, en dézoomant comme je le faisais tout à l'heure, quand on voit Saint-Nazaire en même temps, et qu'on dit le centre de l'agglomération, en gros, il y a deux, c'est comme Janus, il y a deux côtés, quoi. Il y a le côté vert, côté sud, potentiellement vert, en tous les cas, qui pour l'instant ne l'est pas beaucoup, et le côté plus minéral, plus avec la rue. Enfin, d'un côté, on est plutôt de l'ordre du parc, potentiellement, et de l'autre côté, plutôt de l'ordre de la rue, ou du quai. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici, très clairement, entre les deux rives. C'est-à-dire ici, on a un quai, et ici, on a une rive avec la vase, avec le marnage, etc., qui a ses effets. Et puis, entre ces deux
manière d'organiser le territoire. Il y a la ville des gros objets, là, qui rend, qui rend à tout sud et l'île Massé moins, comment dirais-je, moins étonnant, parce que quand on y va, on se dit c'est bizarre, cette zone un peu suburbaine, en plein milieu de la ville, au lieu d'être en périphérie, elle est au milieu. Pourquoi? En fait, c'est simplement que toute l'activité économique était rassemblée autour de la Loire, puis il y avait une sorte de remblais, de terre-plein, tout ça, un peu utilitaire, qui se sont remplis petit à petit, et qui ont fait qu'on a trouvé ça naturel d'implanter de l'activité. Alors, le rapport à la Loire maintenant, dans les principes, enfin je dirais maintenant j'ai donné quelques pistes de travail sur lesquelles on a travaillé dans ce projet. La question de la Loire, c'est pas que la trame verte ou la question de la rive ou les villages, etc. C'est le fait que ça donne une respiration, ça a l'air évident. En gros, il y a une césure tout d'un coup dans le paysage, il y a un recul, et que ce recul révèle les objets qu'on a pris l'habitude de voir de manière un peu naturelle dans le paysage, les gros objets, hein, le béguincet, les grues, le hangar à bananes, comment ça s'appelle, les carrières du Bas-Chantenay sur la colline de Sainte-Anne, le Corbu, la collégiale sur Bougnet, etc. La tour, enfin il y a toute une série d'objets qu'on voit d'une rive ou de l'autre grâce au fait que le fleuve offre un recul. Une série de dessins qu'on a fait là qui expliquent la beauté du site quelque part avec ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire ce recul-là, donc là c'est vu de l'île de Nantes, qui est en fait offert. En plus, ce qui est génial avec les fleuves, c'est que c'est de l'espace public et du paysage qui coûte rien, c'est cadeau total. C'est-à-dire qu'en gros, tout d'un coup, on a une immense surface qui est là, qu'on a gagnée, sans avoir eu ni à l'aménager, ni à l'acheter, ce qui est toujours le cauchemar de l'aménageur, est-ce qu'il faut acheter? Non, là, en fait, on l'a, quoi. Et ce qui donne une qualité extraordinaire. Et puis, on a quelques, disons, principes. Donc, le premier principe, c'est qui sont des orientations, hein. Restituer la continuité, qui n'existe pas pour l'instant, de la promenade. Elle est complètement hachée, alors sous des formes qui peuvent être, qui sont pas définies. Mais disons, en tout cas, c'est un principe un peu général. L'accès aux rives qui va avec la continuité, ça c'est sur Pierre-Mille, c'est pas une invention, c'est un lieu enfin il n'y a pas le banc, mais sur la pointe du Pierre-Mille, donc la pointe de la Confluence, il y a des endroits extraordinaires, hein. Le pont est magnifique, avec un C derrière. À cet endroit-là, l'image est à peine trichée, on voit peut-être un peu plus de bâtis, mais grosso modo, on oublie qu'on est en ville, quoi. On oublie complètement. Alors, c'est un endroit qui est qui est pas aménagé, qui est un peu une chose un peu secrète, un peu bizarre, oui, mais qui potentiellement est extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire. Ça existe aussi. C'est Norcuse, la petite opération de logement qui a été faite avec son accès, là, la petite passerelle, le bout de péniche la grue qui est en face, un chemin mais qui est pas continu, enfin qui redébouche sur 30 mous, mais qui s'arrête après, enfin qui continue pas. Mais où on voit que ce rapport à l'eau, il n'est pas que fantasmé, c'est-à-dire il est réel et il existe déjà sur le site. Ce qui veut dire que, évidemment, comme on va pas. Parce que l'idée, évidemment, de ce projet, ça ne va pas être de tout démolir, ni les villages, ni même les activités, parce que les activités économiques qui peuvent rester enfin, qui vont se renouveler, mais qui vont rester. C'est plutôt d'épaissir en fait cette trame, ce système paysager qui aujourd'hui est uniquement pensé pour la voiture et en fait c'est uniquement des rues. Ce que permet un projet, quoi. C'est-à-dire si on fait un projet, et moi on peut faire ça. Sinon s'il n'y a pas de projet, ça reste comme ça jusqu'à ce que ça. Donc d'épaissir, d'utiliser la route de Pornic qui fait bien partie du système puisque la route de Pornic, par exemple toutes les zones vertes qui sont là, comme c'est des zones inondables. En fait, elles font. Là, la Jaguère, par exemple, qui arrive, cet endroit-là, là, qui est une zone humide, là, inondable, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire, on s'en rend pas compte parce qu'on va faire les courses quand on passe en voiture. Mais en gros, si on regarde attentivement, c'est un endroit qui est extraordinaire du point de vue écologique et du point de vue paysager. C'est absolument magnifique. Donc, cette avenue qui est en fait une sorte, ce qu'on appelle un parkway en urbanisme, c'est-à-dire une avenue-parc, potentiellement. Parce que là encore, elle est très peu plantée, elle n'est pas aménagée pour passer en vélo.
elle pourrait devenir quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Un autre principe qui est l'idée qu'il faut accentuer ou accompagner mieux les traversées, Saint-Jacques jusqu'à Pierremille, le long des voies, le chemin de fer là, qui dessert le port, vers Autil, la rue Schlöcher, le pont des Trois Continents, qui entre parenthèses est l'entrée sud de l'hôpital, Bastille, et puis derrière le secteur des Sablières ici, contre le port finalement, près de la rue de Californie. Bon, tout ça pour